Entre 1867 et 1869, dans les plantations abandonnées du comté de Wilkinson, en Caroline du Sud, 17 hommes blancs ont été retrouvés décapités, leurs capuches blanches brûlées et déposées sur leur poitrine. Les autorités ont classé l'affaire, mais les registres paroissiaux parlent encore d'un cavalier noir qui hantait les routes de campagne, une lame courbe à la main. Avant de plonger dans cette histoire qui vous glacera le sang, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos récits historiques troublants. Et n'hésitez pas à commenter de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Maintenant, laissez-moi vous raconter ce qui s'est vraiment passé dans ces terres encore meurtries par la guerre. Le comté de Wilkinson, en Caroline du Sud, s'étendait comme une blessure ouverte dans le paysage du Sud profond américain. En 1865, la guerre de sécession venait de s'achever, laissant derrière elle un territoire dévasté, des plantations en ruine et une société en pleine décomposition. Les champs de coton, autrefois soigneusement alignés, avaient été brûlés par les troupes de l'Union lors de leur passage. Les grandes demeures coloniales, avec leurs colonnes blanches et leurs vérandas élégantes, n'étaient plus que des squelettes noircis se dressant contre le ciel. La région était traversée par la rivière Edisto, un cours d'eau sinueux bordé de cyprès chauves et de chênes verts drapés de mousse espagnole. Les eaux sombres charriaient encore les débris de la guerre. Des morceaux de ponts détruits, des restes de matériel militaire, parfois même des ossements humains que personne ne réclamait. Le long de ces berges, des cabanes d'esclaves affranchis formaient des campements précaires où s'entassaient des familles entières, libres en théorie mais démunies de tout. La petite ville de Greendale, au cœur du comté, comptait à peine 800 habitants en 1866. Son unique rue principale était bordée de bâtiments en bois délavés par le soleil. Un magasin général tenu par un certain Elijah Crawford, une église baptiste dont le clocher avait été partiellement détruit par un obus confédéré, un bureau du shérif où officiait un homme du nom de Walter Briggs, un ancien sergent de l'armée confédérée qui avait accepté à contre-cœur de prêter serment à l'Union pour conserver son poste. L'atmosphère de Greendale était lourde, étouffante. La chaleur humide du sud pesait sur la ville comme une couverture mouillée, et avec elle planait une tension palpable. Les Blancs du comté, pour la plupart d'anciens propriétaires terriens ruinés ou de petits fermiers qui n'avaient jamais possédé d'esclaves, regardaient avec amertume les hommes noirs qui circulaient désormais librement dans les rues. Les soldats de l'Union, cantonnés à quelques kilomètres dans une caserne temporaire, tentaient de maintenir un semblant d'ordre, mais leur présence attisait davantage les ressentiments qu'elle ne les apaisait. C'est dans ce contexte explosif qu'apparut, au début de l'année 1866, une organisation clandestine qui allait marquer l'histoire sanglante de la région. Certains l'appelaient le Cercle des Chevaliers Blancs, d'autres simplement le Clan. Officiellement fondé à Pulaski, dans le Tennessee, l'année précédente, le Ku Klux Klan essaimait rapidement dans tout le Sud, prenant racine dans chaque comté où l'ancien ordre esclavagiste avait été brisé. À Greendale, les membres se réunissaient en secret, toujours la nuit, dans une grange abandonnée à 3 kilomètres au nord de la ville, sur l'ancienne propriété Caldwell. La plantation Caldwell avait été l'une des plus prospères du comté avant la guerre, avec plus de 200 esclaves travaillant dans ses champs. Son propriétaire, le colonel James Caldwell, était mort à la bataille de Gettysburg en 1863. Sa veuve, Martha Caldwell, une femme austère d'une 50aine d'années, avait tenté de maintenir l'exploitation après la guerre, mais sans succès. Elle vivait désormais recluse dans ce qui restait de la demeure familiale, une bâtisse à moitié effondrée où elle subsistait grâce à la charité de quelques voisins. La grange Caldwell, construite en pin jaune du sud, mesurait 30 mètres de long sur 15 de large. Son toit de bardeaux était percé en plusieurs endroits, laissant filtrer la lumière de la lune lors des nuits claires. À l'intérieur, l'odeur de foin moisi se mêlait à celle du bois pourri. C'est là que, chaque semaine, une vingtaine d'hommes se retrouvaient, leurs visages dissimulés sous des capuches blanches cousues à la hâte, dans des draps de lit.
Le chef de cette cellule locale du clan était un homme du nom de Nathaniel Hooper, un ancien surveillant de plantation âgé de 42 ans. Hooper était grand, massif, avec des mains épaisses marquées par le travail. Son visage carré, encadré par des favoris grisonnants, portait les traces d'une vie dure passée sous le soleil implacable du Sud. Avant la guerre, il avait la réputation d'être l'un des surveillants les plus sévères du comté. Les esclaves de la plantation Hooper, qui appartenaient à son frère aîné Silas, le craignaient plus que tout autre châtiment. On racontait qu'il avait tué au moins 3 hommes de ses propres mains, officiellement pour tentative de fuite, mais les cicatrices et les os brisés qui marquaient les corps racontaient une histoire différente. Nathaniel Hooper n'avait jamais accepté la défaite. Pour lui, l'émancipation des esclaves représentait non seulement une catastrophe économique, mais une inversion contre nature de l'ordre établi par Dieu lui-même. Il prêchait cette doctrine à quiconque voulait l'entendre, citant des passages de la Bible qu'il interprétait selon sa convenance. Ses disciples étaient des hommes comme lui, des surveillants déchus, des petits fermiers qui avaient tout perdu dans la guerre, des vétérans confédérés amers qui ne trouvaient plus leur place dans ce nouveau monde. Parmi eux figurait son lieutenant, un homme du nom de Vernon Fletcher, un ancien caporal de l'armée confédérée qui boitait depuis qu'une balle Yankee lui avait brisé la rotule à Cold Harbor. Fletcher était plus jeune que Hooper, à peine 30 ans, mais son visage émacié et ses yeux enfoncés lui donnaient l'apparence d'un homme bien plus âgé. Il portait toujours le même manteau gris élimé de son uniforme confédéré, comme un linceul qu'il refusait d'abandonner. Il y avait aussi les frères Dalton, Robert et Samuel, 2 fermiers trapus qui cultivaient du tabac sur un lopin de terre au sud de Greendale. Les Dalton n'étaient pas des hommes cultivés, mais ils étaient loyaux et brutaux, qualité que Hooper appréciait particulièrement. Leur père avait été pendu par les forces de l'Union en 1864 pour avoir caché des déserteurs confédérés dans sa grange. Depuis, les 2 frères nourrissaient une haine viscérale contre tout ce qui représentait le Nord et sa vision du monde. D'autres membres venaient de professions diverses. Le forgeron Harold Jessup, le charretier Thomas Wyatt, le fils du pasteur baptiste Peter Drummond, et même le clerc du tribunal, un certain Edmund Fairchild, qui fournissait au groupe des informations précieuses sur les mouvements des troupes fédérales et les identités des Noirs qui portaient plainte contre des Blancs. Les activités du clan dans le comté de Wilkinson commencèrent de manière relativement modérée, du moins selon leurs critères. Des croix enflammées apparurent devant les cabanes de certains affranchis jugés trop arrogants. Des menaces anonymes furent déposées sur les pas de porte. Un homme noir accusé d'avoir regardé avec insistance une femme blanche fut fouetté publiquement en pleine nuit, attaché à un chêne près de la rivière. Les autorités fédérales enquêtèrent, mais personne ne parla. Le silence était aussi dense que les brumes qui montaient de l'Edisto chaque matin. Puis, progressivement, la violence s'intensifia. En juin 1866, un ancien esclave du nom de Jacob Finlay, qui avait osé acheter 3 acres de terre avec ses économies, vit sa cabane incendiée en pleine nuit. Il réussit à s'enfuir avec sa femme et ses 2 enfants, mais ils perdirent tout. Les soldats de l'Union arrêtèrent 3 suspects, mais faute de témoignages, ils durent les relâcher 48 heures plus tard. En août, un prédicateur noir itinérant, le révérend Abraham Cole, fut roué de coups alors qu'il tentait d'organiser une école pour les enfants affranchis dans l'ancienne église méthodiste de Greendale. On le retrouva inconscient au bord de la route, le visage tuméfié au point d'être méconnaissable. Il survécut, mais quitta le comté dès qu'il put marcher. C'est dans ce climat de terreur croissante qu'apparut la figure qui allait bouleverser l'équilibre précaire du comté de Wilkinson. Les premiers récits le mentionnent en octobre 1866, mais son existence réelle, si tant est qu'il ait jamais existé, reste l'un des mystères les plus troublants de cette période sombre. La nuit du 23 octobre 1866 était sans lune. Les nuages bas masquaient les étoiles, plongeant le comté dans une obscurité presque totale. Nathaniel Hooper avait convoqué une réunion exceptionnelle du clan dans la grange Caldwell.
L'ordre du jour concernait un affront que les membres considéraient comme intolérable. Un ancien esclave du nom de Daniel Freeman avait porté plainte auprès des autorités fédérales contre un blanc, accusant ce dernier de l'avoir frappé sans raison sur le marché de Greendale. Daniel Freeman était un homme d'une trentaine d'années, grand et robuste, qui avait travaillé toute sa vie dans les champs de la plantation Hooper. Son dos portait les marques de dizaines de coups de fouet, certains si profonds qu'ils avaient laissé des sillons permanents dans sa chair. Depuis l'émancipation, Freeman cultivait un petit lopin de terre près de la rivière et tentait de gagner sa vie honnêtement. Mais il avait le défaut, aux yeux des Blancs du comté, de ne pas baisser les yeux quand on s'adressait à lui. Il parlait clairement, directement, et refusait de se soumettre au code de déférence que l'ancien système esclavagiste avait imposé. L'incident sur le marché avait eu lieu une semaine plus tôt. Freeman avait acheté des semences auprès d'un marchand blanc, un certain Amos Pettigrew. Une dispute avait éclaté concernant le prix, Freeman affirmant qu'on lui demandait le double de ce que payaient les clients blancs. Pettigrew, furieux qu'un noir ose le contredire publiquement, l'avait frappé au visage avec le manche de sa canne. Freeman, au lieu de s'enfuir ou de s'excuser comme on l'attendait de lui, s'était relevé et avait craché le sang à ses pieds avant de déclarer qu'il porterait plainte. Cette audace avait déclenché une onde de choc dans la communauté blanche de Greendale. Non seulement Freeman refusait d'accepter son châtiment, mais il avait effectivement déposé une plainte formelle auprès du capitaine de l'union responsable de la garnison locale. Une enquête avait été ouverte. Pettigrew risquait une amende, voire un court séjour en prison. Pour Hooper et ses hommes, c'était inadmissible. Si on laissait un tel précédent s'établir, chaque noir du comté se croirait autorisé à défier l'autorité des Blancs. Il fallait faire un exemple qui resterait gravé dans les mémoires. Cette nuit-là, 22 hommes se rassemblèrent dans la grange Caldwell. Ils arrivèrent par petits groupes, à cheval ou à pied, empruntant des chemins détournés pour éviter d'être vus ensemble. À l'intérieur, quelques lanternes diffusaient une lumière tremblante qui projetait des ombres dansantes sur les murs de bois. Les hommes revêtirent leurs robes blanches et leurs capuches coniques, transformant leur identité individuelle en une masse uniforme et menaçante. Hooper se tenait au centre, debout sur une caisse retournée qui lui servait de tribune. Sa voix grave résonnait dans l'espace confiné de la grange. Il parla pendant près d'une heure, évoquant la nécessité de maintenir l'ordre, de protéger la pureté de la race blanche, de rétablir les valeurs chrétiennes que les Yankees avaient corrompues. Ces mots étaient ponctués d'amens et d'exclamations enthousiastes de l'assemblée. Le plan était simple. Il se rendrait à la cabane de Daniel Freeman, située à environ 8 kilomètres au sud-est de Greendale, près d'un méandre de la rivière Edisto. Il le sortirait de son lit, le fouetterait jusqu'à ce qu'il retire sa plainte, puis le marquerait au fer rouge sur le front pour que chacun puisse identifier un nègre insolent. Si nécessaire, il pendrait aussi sa femme et ses enfants pour bien faire comprendre le message. Vers minuit, le groupe se mit en route. Certains étaient à cheval, d'autres dans des charrettes. Ils avançaient en silence, guidés uniquement par la connaissance intime qu'ils avaient du territoire. Le seul bruit était le martèlement étouffé des sabots sur la terre battue et le grincement occasionnel d'une roue de chariot. Ils passèrent devant la plantation abandonnée des Mercer, dont les ruines se dressaient comme des dents brisées dans la nuit. Ils longèrent le vieux cimetière des esclaves, un terrain non consacré où s'entassaient des tombes marquées par de simples pierres ou des morceaux de bois. Ils traversèrent un bois de pins où le vent faisait chanter les branches dans une mélodie lugubre. Ils étaient à mi-chemin de leur destination lorsque Vernon Fletcher, qui chevauchait en tête du groupe, leva soudainement la main pour signaler l'arrêt. Tous s'immobilisèrent. Dans le silence qui suivit, ils entendirent ce qui avait alerté Fletcher. Le son d'un autre cavalier qui approchait, venant de la direction opposée. Le bruit des sabots se rapprochait rapidement, mais quelque chose clochait. Le rythme était irrégulier, comme si le cheval galopait de manière chaotique, sans contrôle. Et il y avait un autre son, plus aigu, qui accompagnait le martèlement des sabots.
Un sifflement strident presque inhumain qui faisait frissonner même les hommes les plus endurcis du groupe. La tension monta d'un cran. Plusieurs membres du clan dégainèrent leurs armes, des revolvers pour la plupart, quelques fusils de chasse. Hooper lui-même tenait un vieux Colt Navy qu'il avait porté pendant la guerre. Ils attendirent, les yeux fixés sur le coude du chemin d'où devait surgir le mystérieux cavalier. Quand le cheval apparut enfin, plusieurs hommes étouffèrent un cri de surprise. La monture était un grand étalon noir, son pelage luisant de sueur, ses yeux blancs révulsés par la terreur. Il galopait à bride abattue, sans cavalier visible, ses rênes pendant librement le long de son encolure. Mais ce qui glaça le sang de tous ceux qui le virent, c'est ce qui était attaché à la selle. Une capuche blanche du clan, brûlée et encore fumante, et sous la capuche, quelque chose qui ressemblait à une tête humaine. Le cheval passa devant le groupe en trombe, trop rapide pour qu'on puisse l'arrêter. Il disparut dans l'obscurité aussi soudainement qu'il était apparu, laissant derrière lui une odeur de chair brûlée et une atmosphère de malaise palpable. Personne ne parla pendant un long moment. Puis Samuel Dalton, d'une voix qui tremblait légèrement, demanda « Qui manque à l'appel ?» Hooper fit rapidement le compte. 22 hommes étaient partis de la grange Caldwell. Il n'en comptait plus que 21. Harold Jessup, le forgeron, n'était plus parmi eux. Jessup devait les rejoindre directement sur le chemin, car il venait d'une direction différente. Il était censé arriver avant eux au point de rendez-vous. Mais maintenant, en examinant le cheval terrifié qui venait de les croiser, plusieurs hommes reconnurent la monture. C'était celle de Jessup, un étalon noir qu'il avait acheté à un marchand ambulant quelques mois plus tôt. Hooper prit une décision rapide. La moitié du groupe continuerait vers la cabane de Freeman pour mener à bien la mission. L'autre moitié, menée par Fletcher, retournerait sur leurs pas pour chercher Jessup. Il était probablement tombé de cheval et avait besoin d'aide. Les deux groupes se séparèrent. Hooper et 10 hommes poursuivirent leur route vers le sud. Fletcher et 10 autres rebroussèrent de chemin, avançant prudemment dans l'obscurité, leurs lanternes projetant des cercles de lumière tremblante sur le chemin poussiéreux. Ils le trouvèrent à environ 1 kilomètre en arrière, au croisement de 2 chemins près d'un vieux chêne dont les branches s'étendaient comme les bras d'un géant au-dessus de la route. Le spectacle qui les attendait allait hanter leur cauchemar pour le reste de leur jour. Harold Jessup était mort. Son corps était affalé contre le tronc de l'arbre, maintenu en position assise par sa propre capuche du clan, qui avait été utilisée comme une corde pour l'attacher au chêne. Mais ce qui glaça le sang de tous ceux qui le virent, c'est que Jessup n'avait plus de tête. La décapitation avait été nette, presque chirurgicale. Le cou se terminait par une surface lisse, coupée d'un seul coup puissant. La tête elle-même était introuvable. Du sang noir avait coulé en abondance, imbibant la robe blanche et formant une mare sombre au pied de l'arbre. L'odeur était insoutenable, ce mélange de sang, d'excréments et de quelque chose d'autre, une odeur âcre de brûlé. Ce qui était encore plus troublant, c'est ce qu'ils trouvèrent à côté du corps. La capuche de Jessup, soigneusement posée sur sa poitrine, avait été brûlée avec une telle intensité que le tissu s'était presque entièrement consumé, ne laissant qu'un squelette noirci de fibres carbonisées. À côté de la capuche, tracé dans la poussière avec ce qui ne pouvait être que du sang, un message en lettres maladroites mais lisibles, « Justice ». Si cela vous a glacé le sang jusqu'ici, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à me dire dans les commentaires ce que vous pensez qu'il s'est réellement passé. Et maintenant, laissez-moi vous raconter comment cette nuit de terreur n'était que le début d'une série d'événements qui allait plonger tout le comté dans la peur. Fletcher et ses hommes restèrent figés pendant de longues minutes devant le corps mutilé de Harold Jessup. Le choc initial céda progressivement la place à la peur, puis à la colère. Qui avait pu faire une chose pareille? Et surtout comment? Jessup était un homme robuste, habitué à manier le fer et le feu dans sa forge. Il n'était pas du genre à se laisser surprendre facilement. Pourtant, quelqu'un ou quelque chose l'avait attaqué, décapité et arrangé son corps comme une macabre mise en scène, le tout en l'espace de quelques minutes à peine. Thomas Wyatt,
Le charretier se pencha pour examiner le sol autour de l'arbre. Les traces dans la poussière racontaient une histoire confuse. Il y avait les empreintes de sabots du cheval de Jessup, qui avait visiblement piétiné nerveusement avant de s'enfuir. Il y avait aussi les traces de bottes de Jessup lui-même, montrant qu'il était descendu de cheval, probablement pour vérifier quelque chose sur le chemin. Mais ensuite, les marques devenaient chaotiques, comme s'il y avait eu une lutte brève mais violente. Et puis, il y avait autre chose. Des empreintes de pieds nus, larges et profondes, qui apparaissaient soudainement à côté de celles de Jessup. Ces empreintes ne ressemblaient à rien de ce que Wyatt avait vu auparavant. Elles étaient profondément enfoncées dans la terre, comme si celui qui les avait laissées était d'une taille et d'une force considérables. Mais le plus étrange, c'est qu'elles ne semblaient venir de nulle part. Il n'y avait aucune trace d'approche, juste ces empreintes qui apparaissaient à côté de Jessup, puis disparaissaient tout aussi mystérieusement après quelques pas en direction de la forêt qui bordait le chemin. Robert Dalton proposa une explication rationnelle. Jessup avait dû être attaqué par plusieurs Noirs qui l'attendaient en embuscade. Ils l'avaient décapité, puis s'étaient enfuis dans la forêt en effaçant leurs traces. Le mot « justice » tracé dans le sang ne faisait que confirmer cette hypothèse. C'était une vengeance, pure et simple. Mais cette explication ne convainquait personne entièrement. Comment un groupe d'hommes aurait-il pu tendre une embuscade précisément à cet endroit, au moment exact où Jessup passait? Comment aurait-il su que le clan se réunirait cette nuit-là et prendrait ce chemin particulier? Et surtout, quelle arme avait été utilisée pour une décapitation si nette, si précise? Ce n'était pas le travail d'une hache ou d'un coutelas ordinaire. On aurait dit le coup d'une lame extrêmement tranchante, maniée avec une force et une précision surhumaines. Fletcher prit la décision de ramener le corps à Greendale. Ils improvisèrent une civière avec des branches et la robe de Jessup, plaçant le cadavre décapité dessus. 4 hommes portèrent la civière, pendant que les autres formaient une escorte nerveuse autour d'eux, leurs armes à la main, scrutant l'obscurité environnante à la recherche de menaces invisibles. Pendant ce temps, Hooper et son groupe atteignirent la cabane de Daniel Freeman. C'était une construction modeste, faite de planches mal équarries avec un toit de tôle ondulé. Une petite lumière filtrait par les interstices entre les planches, indiquant que quelqu'un était encore éveillé à l'intérieur. Hooper donna l'ordre d'encercler la cabane. Ses hommes prirent position, certains à l'avant, d'autres à l'arrière, bloquant toute issue possible. Puis, d'un signe de tête, il autorisa Vernon Fletcher à frapper à la porte. Non, attendez. Fletcher était parti avec l'autre groupe. C'était Edmund Fairchild qui frappa à la porte, 3 coups violents qui firent trembler toute la structure fragile de la cabane. Il y eut un silence, puis des bruits de pas à l'intérieur. Une voix d'homme, méfiante, demanda « Qui est là ?» Hooper ne répondit pas. Il fit signe à 2 de ses hommes de défoncer la porte. Celle-ci céda facilement sous leur coup d'épaule, projetant des échardes de bois à l'intérieur. Les hommes du clan se précipitèrent dans la cabane, leurs capuches blanches luisant dans la faible lumière d'une lampe à huile. Daniel Freeman se tenait au centre de la pièce unique, une vieille pelle à la main, prêt à se défendre. Derrière lui, sa femme Ruth serrait leurs 2 enfants contre elle, un garçon de 8 ans et une fille de 5 ans. Les yeux de la femme étaient dilatés par la terreur, mais elle ne pleurait pas. Elle fixait les intrus avec une expression de défi désespéré. Hooper s'avança lentement, savourant chaque instant de peur qu'il infligeait. Il retira sa capuche, révélant son visage aux traits durs. Freeman le reconnut immédiatement. C'était l'homme qu'il avait fouetté d'innombrables fois quand il était encore esclave. L'homme qui avait violé sa sœur avant de la vendre à un marchand de la Nouvelle-Orléans. L'homme qui incarnait tout ce qu'il avait souffert pendant 30 ans de servitude. Hooper parla d'une voix calme, presque conversationnelle. « Daniel, tu as fait une erreur, une grosse erreur. Tu as porté plainte contre un homme blanc. Tu as cru que, parce que les Yankees t'ont donné un bout de papier, tu étais devenu l'égal d'un homme blanc. Mais tu te trompes. Tu seras toujours un esclave. Et ce soir, je vais te le rappeler. » Freeman ne répondit pas.
Il savait que toute parole serait inutile. Il serra simplement sa pelle plus fort, sachant qu'il n'avait aucune chance contre 11 hommes armés, mais résolu à se battre jusqu'au bout. C'est alors qu'un cri retentit à l'extérieur. Un cri de terreur pure, suivi d'un coup de feu, puis d'un second cri, encore plus aigu, qui s'interrompit brusquement. Hooper se figea. Tous les hommes dans la cabane échangèrent des regards inquiets. Puis, d'autres cris s'élevèrent, accompagnés du hennissement terrifié de chevaux et du bruit de quelque chose de lourd qui tombait sur le sol. Hooper se précipita vers la porte, suivi de ses hommes. Le spectacle qui l'attendait à l'extérieur allait changer à jamais le cours de cette nuit et de toutes celles qui suivraient. Dans la faible lumière de la lune qui venait de percer les nuages, Hooper vit 2 de ses hommes au sol. Peter Drummond, le fils du pasteur, était étendu sur le dos, sa capuche arrachée, les yeux grands ouverts dans une expression de terreur figée. Mais ce n'était pas ce qui retenait l'attention de Hooper, c'était l'autre corps, celui d'Edmund Fairchild, le clerc du tribunal. Fairchild avait été décapité. Sa tête gisait à plusieurs mètres de son corps, les yeux encore ouverts, la bouche tordue dans un cri silencieux. Le sang jaillissait du cou tranché en pulsations régulières qui ralentissaient progressivement. Et exactement comme pour Jessup, la capuche de Fairchild avait été brûlée et posée sur sa poitrine. Les hommes restants s'étaient regroupés, dos à dos, formant un cercle défensif. Leurs armes pointaient dans toutes les directions, mais ils ne voyaient rien, personne. Juste l'obscurité de la nuit et les ombres dansantes projetées par la lampe à huile que quelqu'un avait laissé tomber dans la panique. Puis, venant de la direction de la forêt qui entourait la cabane, ils entendirent un son qui allait hanter leur cauchemar jusqu'à la fin de leur jour. C'était un rire. Non, pas exactement un rire. C'était un son qui ressemblait à un rire humain, mais déformé, rendu guttural et inhumain par quelque chose d'indéfinissable. Un rire qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. Hooper, malgré toute son expérience de la violence et de la guerre, sentit la peur s'insinuer dans ses veines. « Retraite !» cria-t-il. « Retournez aux chevaux !» Mais où étaient les chevaux? Dans la panique, personne n'avait remarqué qu'au moins la moitié de leur monture avait disparu. S'étant enfui dans la nuit après avoir été terrifiés par quelque chose que personne n'avait vu. Les hommes qui avaient encore leurs chevaux montèrent en selle avec une hâte frénétique. Les autres se mirent à courir sur le chemin, abandonnant derrière eux les corps de leurs compagnons morts. Hooper lui-même, qui avait construit sa réputation sur son courage implacable, éperonna son cheval avec une violence qui fit gémir l'animal et partit au galop sans un regard en arrière. Dans la cabane, Daniel Freeman, sa femme et ses enfants restèrent immobiles pendant de longues minutes après le départ précipité du clan. Ils écoutaient les bruits de la nuit, le souffle du vent dans les arbres, le murmure de la rivière toute proche. Finalement, Freeman se décida à sortir prudemment, sa pelle toujours à la main. Les 2 corps étaient toujours là. Freeman s'approcha prudemment, examinant la scène avec un mélange d'horreur et de perplexité. Qui avait fait cela? Qui avait sauvé sa famille de ce qui aurait été à coup sûr une nuit de torture et de mort? C'est alors qu'il vit quelque chose qui avait échappé aux membres du clan dans leur panique. Sur le tronc d'un arbre proche, quelqu'un avait gravé un symbole. Une lame courbe surmontée d'une étoile. Freeman ne reconnut pas le symbole, mais quelque chose dans son tracé lui semblait familier, comme un écho lointain d'une mémoire enfouie. Le lendemain matin, Greendale se réveilla dans un état de confusion et de terreur totale. Les nouvelles de la nuit s'étaient répandues comme une traînée de poudre. 3 membres du clan étaient morts. 3 autres avaient disparu sans laisser de traces, et les survivants refusaient de parler de ce qui s'était passé, leur visage figé dans une expression de peur qui ne les quitterait plus. Le shérif Briggs ouvrit une enquête, mais il se heurta à un mur de silence. Les membres du clan, qui niaient officiellement leur appartenance à l'organisation, refusaient de témoigner sur ce qui s'était passé cette nuit-là. Les affranchis, terrifiés à l'idée de représailles, ne disaient rien non plus.
Les corps de Jessup et Fairchild furent enterrés dans le cimetière de Greendale, dans des cercueils fermés pour que personne ne puisse voir leurs blessures. Le pasteur Baptiste, le père de Peter Drummond, refusa de célébrer leurs funérailles, affirmant que les hommes qui avaient commis des actes de violence et de terreur au nom de doctrines sataniques ne méritaient pas les bénédictions de l'Église. Quant à Daniel Freeman, il quitta le comté de Wilkinson la semaine suivante, avec sa famille. Il ne retira jamais sa plainte contre Amos Pettigrew, qui fut condamné à payer une amende de $50 par le tribunal militaire. Mais Freeman ne revint jamais la réclamer. Il disparut dans l'anonymat du Sud en reconstruction, emportant avec lui le secret de ce qu'il avait vu cette nuit-là. Les semaines qui suivirent furent marquées par une tension insupportable. Le clan, bien que secoué, refusait de se dissoudre. Hooper, humilié mais déterminé, jura de retrouver les responsables des meurtres et de leur faire subir un sort pire encore que celui de leurs victimes. Il organisa des patrouilles nocturnes, des postes de guet, des embuscades, mais rien ne se passa. Puis, alors que certains commençaient à penser que les événements d'octobre avaient été un incident isolé, un nouvel événement vint rappeler que la terreur n'était pas terminée. C'était le début de novembre 1866. La saison des récoltes touchait à sa fin, et les premières gelées blanches apparaissaient le matin sur les champs dévastés. Le nom commença à circuler parmi les affranchis du comté de Wilkinson vers la mi-novembre. Ils l'appelaient le Cavalier, parfois le Cavalier Noir, et dans certains récits murmurés autour des feux la nuit, le Cavalier sans tête. Personne ne savait d'où venait exactement cette appellation, ni qui l'avait inventée. Mais elle s'était répandue comme une traînée de poudre dans la communauté noire, transmise de bouche à oreille, de plantation en plantation, de cabane en cabane. Les histoires variaient dans leurs détails, mais toutes partageaient certains éléments communs. On parlait d'un homme de grande taille, peut-être plus de 2 mètres, au corps massif et musclé comme celui d'un homme qui avait passé sa vie à effectuer les travaux les plus durs. Sa peau était noire comme l'ébène, et il montait un cheval aussi noir que lui. Il portait des vêtements sombres, peut-être les restes d'un uniforme militaire, et une longue cape qui flottait derrière lui quand il chevauchait. Mais ce qui frappait le plus dans toutes ces descriptions, c'était l'arme qu'il portait, une lame courbe, large et longue, qui brillait d'un éclat argenté sous la lune. Certains disaient que cette lame était un sabre de cavalerie récupéré sur un champ de bataille de la guerre. D'autres affirmaient qu'il s'agissait d'une arme étrangère, peut-être un cimeterre, ou une machette d'un type inhabituel. Quelques-uns, les plus âgés, ceux qui se souvenaient encore des récits de leurs grands-parents nés en Afrique, murmuraient que c'était une lame des ancêtres, une arme sacrée portée par les guerriers de l'Ancien Monde. Mais peu importait la nature exacte de l'arme. Ce qui comptait, c'était ce qu'il en faisait. Le cavalier, disait-on, traquait les membres du clan dans l'obscurité. Il connaissait leurs habitudes, leurs routes, leurs lieux de réunion. Il les attendait dans l'ombre, immobile comme une statue, puis frappait avec une rapidité foudroyante. La décapitation était instantanée, si rapide que les victimes n'avaient pas le temps de crier. Puis il brûlait leurs capuches et les déposait sur leur poitrine comme une signature, comme un avertissement. La communauté blanche de Greendale refusait officiellement de croire à ces histoires. Pour eux, il s'agissait d'une bande de criminels noirs, probablement des déserteurs de l'Union ou des anciens esclaves particulièrement violents, qui avaient décidé de mener une campagne de terreur contre les Blancs du comté. Le shérif Briggs augmenta le nombre de patrouilles, installa des couvre-feux, arrêta et interrogea des dizaines d'hommes noirs sans jamais trouver la moindre preuve d'un complot organisé. Mais dans le secret des maisons, dans les conversations chuchotées entre femmes et enfants, une autre réalité commençait à s'imposer. Quelque chose était là, quelque chose qui défendait les affranchis, quelque chose qui punissait ceux qui croyaient pouvoir continuer à exercer la même terreur qu'avant la guerre. Et ce quelque chose, qu'il soit un homme ou une légende en train de naître, était plus efficace que toutes les lois des Yankees, plus rapide que tous les tribunaux militaires.
Le 15 novembre 1866, Vernon Fletcher disparut. On le vit pour la dernière fois quittant le magasin général de Crawford en début d'après-midi. Il devait rentrer chez lui, une petite ferme située à 5 kilomètres à l'ouest de Greendale. Il ne rentra jamais. Sa femme, Sarah Fletcher, une femme maigre aux cheveux grisonnants prématurément, alerta les autorités le lendemain matin. Une équipe de recherche fut organisée. On fouilla les bois autour de sa propriété, on dragua une section de la rivière, on interrogea tous les voisins. Rien. Vernon Fletcher s'était évaporé comme de la fumée. Ce n'est que 3 jours plus tard qu'on retrouva sa trace. Un fermier qui allait vendre son lait à Greendale découvrit le cheval de Fletcher attaché à un arbre près du vieux pont de pierre qui enjambait un affluent de l'Edisto. L'animal était vivant, mais visiblement terrorisé. Il tremblait de tous ses membres et ses yeux roulaient dans leurs orbites. Sur le pont même, on trouva ce qui restait de Vernon Fletcher. Son corps décapité était affalé contre le parapet, dans la même position que celle de Jessup quelques semaines plus tôt. Sa capuche du clan, brûlée jusqu'à n'être plus qu'un squelette carbonisé, reposait sur sa poitrine. Et gravé dans la pierre du parapet, avec ce qui ne pouvait être qu'une lame extrêmement dure, le même symbole que celui trouvé près de la cabane de Freeman. Une lame courbe surmontée d'une étoile. Cette fois, le shérif Briggs ne put empêcher la nouvelle de se répandre. En quelques heures, tout le comté était au courant. Un meurtrier était à l'œuvre, un meurtrier qui visait spécifiquement les membres du clan. La panique s'installa dans la communauté blanche. Nathaniel Hooper convoqua une réunion d'urgence, non plus dans la grange Caldwell, mais en plein jour, dans l'arrière-salle du magasin de Crawford. 15 hommes se présentèrent, sur les 22 qui avaient participé à la tentative d'attaque contre Freeman. 3 étaient morts, 3 avaient disparu, et un, terrorisé, avait fui le comté avec sa famille. Hooper était furieux. Il frappa du poing sur la table et jura qu'il ne se laisserait pas intimider par un nègre rebelle, fût-il le diable en personne. Il proposa un plan. Ils allaient tendre un piège. Il ferait courir le bruit qu'une nouvelle attaque contre une famille noire était prévue pour la nuit du 20 novembre. Mais en réalité, il se posterait en embuscade sur le lieu présumé de l'attaque, armé jusqu'aux dents, prêt à abattre quiconque tenterait de les arrêter. Les hommes acceptèrent à contre-cœur. Leur courage, si on pouvait l'appeler ainsi, était érode par la peur. Mais la honte d'être vus comme des lâches par leur père l'emportait encore sur leur instinct de survie. Le 20 novembre arriva. C'était une nuit froide, avec un vent du nord qui charriait l'odeur de l'hiver à venir. Hooper et 13 de ses hommes se rassemblèrent à la tombée de la nuit dans les ruines d'une vieille grange près de la rivière. Ils avaient choisi cet endroit car il offrait une bonne vue sur les approches et permettait de contrôler les routes principales. Chaque homme était armé d'au moins 2 armes à feu, et certains portaient également des couteaux ou des gourdins. Ils ne portaient pas leurs robes blanches, cette fois-ci, préférant des vêtements sombres qui les rendraient moins visibles dans la nuit. Ils s'étaient positionnés stratégiquement. 4 hommes à l'intérieur de la grange, 4 dans les bois à l'est, 4 à l'ouest, et Hooper lui-même avec un compagnon sur une petite colline qui dominait le site. Les heures passèrent. Minuit arriva, puis 1h du matin. Il ne se passa rien. Les hommes commençaient à s'impatienter. Certains murmuraient qu'ils avaient été dupés, que personne ne viendrait. C'est alors que Samuel Dalton, posté dans les bois à l'est, entendit quelque chose. Un bruit de sabots qui approchait, mais pas sur la route. Le cheval semblait venir à travers la forêt elle-même, se frayant un chemin entre les arbres avec une aisance qui semblait impossible. Dalton fit signe à ses compagnons de se préparer. Ils levèrent leurs armes, pointant vers le bruit qui se rapprochait. Puis, sortant d'entre les arbres comme une apparition, ils le virent. C'était un homme, ou du moins quelque chose qui ressemblait à un homme. Il était énorme, peut-être 2,10 mètres de haut, avec des épaules si larges qu'elles semblaient impossibles. Il montait un étalon noir dont les yeux brillaient dans l'obscurité comme 2 charbons ardents. L'homme portait une longue cape sombre qui flottait derrière lui,
et dans sa main droite, il tenait une lame courbe qui captait la faible lumière de la lune et la réfléchissait en éclats argentés. Mais ce qui glaça le sang de tous ceux qui le virent, c'est qu'ils ne pouvaient pas distinguer son visage. L'obscurité semblait se concentrer autour de sa tête, créant un vide noir où auraient dû se trouver ses traits. Certains jurèrent plus tard qu'il n'avait pas de tête du tout, d'où le surnom de cavalier sans tête qui se répandit ensuite. D'autres affirmèrent qu'il portait un masque noir, ou peut-être un capuchon qui dissimulait entièrement son visage. Mais dans le chaos de ce qui suivit, personne ne put jamais dire avec certitude ce qu'il avait vraiment vu. Dalton fut le premier à tirer. Son coup de feu résonna dans la nuit comme un coup de tonnerre, mais la balle sembla n'avoir aucun effet. Le cavalier ne vacilla même pas. Il éperonna son cheval et chargea directement vers le groupe d'hommes dans les bois. Ce qui se passa ensuite fut si rapide que les témoins eurent du mal à le reconstituer par la suite. Le cavalier fonça au milieu du groupe, sa lame sifflant dans l'air. Les hommes tirèrent, encore et encore, mais dans l'obscurité et la panique, ils se touchèrent probablement plus entre eux qu'ils ne touchèrent leur cible. Samuel Dalton sentit quelque chose de froid lui effleurer le cou. Il porta instinctivement la main à sa gorge et la retira couverte de sang. La lame l'avait manqué de quelques centimètres seulement, mais l'avait assez touché pour ouvrir une longue entaille superficielle. Il s'effondra, plus par choc que par gravité de la blessure, et resta immobile, jouant les morts. Son frère Robert ne fut pas aussi chanceux. Le cavalier fit volter son cheval avec une agilité stupéfiante et frappa une seconde fois. Cette fois, la lame trouva sa cible. La tête de Robert Dalton se détacha de son corps et roula dans les feuilles mortes. Son corps resta debout pendant un instant impossible, comme s'il ne réalisait pas encore ce qui venait de lui arriver, puis s'effondra lourdement. Les deux autres hommes du groupe de l'Est s'enfuirent dans des directions opposées, hurlant de terreur. Le cavalier ne les poursuivit pas. Au lieu de cela, il fit faire demi-tour à son cheval et chargea vers la grange où Hooper et les autres s'étaient retranchés. De sa position sur la colline, Hooper vit le cavalier approcher. Il visa soigneusement avec son vieux Colt Navy et tira 6 fois de suite. À cette distance, il était certain d'avoir touché sa cible au moins 3 fois. Mais le cavalier ne ralentit pas. Il continuait sa charge, sa cape flottant derrière lui comme les ailes d'un oiseau de proie. Dans la grange, 4 hommes se tenaient prêts, leurs armes pointées vers l'entrée. Quand le cavalier arriva à portée, ils ouvrirent le feu simultanément. Le bruit était assourdissant dans l'espace confiné. La fumée de la poudre emplit rapidement la grange, rendant la visibilité presque nulle. Quand la fumée se dissipa, le cavalier avait disparu. Les hommes restèrent figés, leurs armes encore levées, scrutant l'obscurité à l'extérieur. Puis, l'un d'eux, un fermier nommé Josiah Harper, fit remarquer que quelque chose manquait. Walter Drummond, qui se tenait juste à côté de lui 1 minute plus tôt, n'était plus là. Ils le trouvèrent à l'extérieur, derrière la grange. Son corps sans tête gisait dans la boue, sa capuche brûlée posée sur sa poitrine. Le cavalier était passé à travers la grange si rapidement, si silencieusement, qu'aucun d'eux ne l'avait vu. Il avait saisi Drummond, l'avait traîné dehors et l'avait décapité, le tout en l'espace de quelques secondes. Ce fut le moment où la panique totale s'installa. Les hommes du clan qui s'étaient vantés d'être les défenseurs de la race blanche, qui avaient terrorisé sans pitié des familles innocentes pendant des mois, s'enfuirent maintenant comme des lapins. Ils abandonnèrent leurs armes, leurs chapeaux, même leurs bottes dans certains cas, et coururent dans toutes les directions, poursuivis par leurs propres ombres et leur propre terreur. Hooper lui-même ne fit pas exception. Il descendit de sa colline en glissant et en trébuchant, sauta sur son cheval et s'enfuit au galop vers Greendale, ne s'arrêtant que lorsqu'il atteignit les premières maisons de la ville, où les lumières et la présence d'autres personnes lui redonnèrent un semblant de courage. Le lendemain, on compta les pertes. 3 hommes morts. Robert Dalton, Walter Drummond et un 3e, Thomas Wyatt, dont on retrouva le corps décapité à mi-chemin entre la grange et Greendale. Il avait apparemment été rattrapé alors qu'il fuyait. 4 autres hommes avaient disparu et ne furent jamais revus.
Et Samuel Dalton, bien que survivant, était devenu complètement fou. On le retrouva errant, nu dans les bois 2 jours plus tard, incapable de parler, le regard vide. Il fut interné dans un asile d'aliénés à Columbia, où il mourut 6 mois plus tard, sans avoir jamais retrouvé la raison. Le massacre de la nuit du 20 novembre provoqua un séisme dans tout le comté de Wilkinson. Le clan, qui avait régné par la terreur, était maintenant lui-même terrorisé. Les réunions s'arrêtèrent complètement. Les hommes qui avaient porté la robe blanche brûlèrent leurs capuches et leurs robes, jurèrent qu'ils n'avaient jamais fait partie de l'organisation, et certains quittèrent même le comté avec leurs familles, préférant recommencer ailleurs plutôt que de risquer de croiser le cavalier. Nathaniel Hooper, cependant, refusait d'abandonner. L'humiliation qu'il avait subie était insupportable. Lui, qui avait été craint et respecté, qui avait eu le pouvoir de vie et de mort sur des centaines d'esclaves, qui avait survécu à 4 ans de guerre civile, se voyait maintenant réduit à se terrer dans sa maison, terrorisé par un seul homme, un esclave affranchi qui osait le défier. Il commença sa propre enquête, interrogeant discrètement les affranchis du comté, offrant de l'argent pour des informations, menaçant ceux qui refusaient de parler. Mais il se heurtait à un mur de silence impénétrable. Personne ne savait rien, ou du moins personne n'était prêt à parler. C'est un vieil homme, un ancien esclave de la plantation Hooper, nommé Josiah, qui finit par lui fournir un premier indice. Josiah avait plus de 70 ans, presque aveugle, et vivait dans une cabane isolée près des marais, au sud du comté. Hooper le connaissait bien. C'était lui qui avait appris à Hooper, alors enfant, comment manier le fouet et comment briser la volonté d'un esclave récalcitrant. Hooper se rendit chez lui par une nuit pluvieuse de décembre. Il entra sans frapper, trouvant le vieil homme assis près d'un feu qui fumait plus qu'il ne chauffait. Josiah leva les yeux vers lui, ses yeux laiteux ne distinguant qu'une silhouette sombre. « Monsieur Nathaniel, » dit-il d'une voix éraillée, « je me demandais quand vous viendriez. Tu sais quelque chose ?» dit Hooper. « Ce n'était pas une question. Dis-le-moi, ou je brûle ta cabane avec toi dedans. » Josiah sourit, révélant des gencives presque complètement édentées. « Vous pouvez me tuer, monsieur Nathaniel. J'aurais dû mourir depuis longtemps. Mais avant, laissez-moi vous raconter une histoire. Une histoire d'il y a très longtemps, avant votre naissance, avant même la naissance de votre père. » Hooper voulut l'interrompre, mais quelque chose dans le ton du vieil homme le fit hésiter. Il s'assit sur un tabouret branlant et attendit. Josiah commença à parler, sa voix prenant une qualité étrange, presque hypnotique, dans la lueur vacillante du feu. Il raconta une histoire qui remontait à 1812, l'année où son grand-père, un homme nommé Kofi, avait été amené d'Afrique sur un navire négrier. Kofi venait d'un royaume guerrier en Afrique de l'Ouest, un endroit où les hommes étaient formés dès l'enfance au maniement des armes et au combat. Lui-même avait été un guerrier de haut rang avant d'être capturé lors d'un raid ennemi et vendu aux marchands d'esclaves. Kofi n'avait jamais accepté son esclavage. Il avait tenté de s'échapper à 3 reprises, recevant à chaque fois des châtiments de plus en plus sévères. Finalement, après la 3e tentative, son maître avait décidé de lui infliger un châtiment qui servirait d'exemple à tous les autres esclaves. Kofi fut fouetté jusqu'à ce que son dos ne soit plus qu'une masse sanglante de chair à vif. Puis, alors qu'il était encore conscient, on lui coupa les 2 mains. L'intention était claire. Un esclave sans main ne pouvait plus travailler efficacement, mais il pouvait servir d'avertissement vivant. Kofi survécut, contre toute attente. Il apprit à accomplir des tâches simples avec ses moignons, mais surtout, il apprit à haïr avec une intensité qui dépassait tout ce qu'un être humain devrait être capable de ressentir. Avant de mourir, Kofi fit un serment. Il jura que sa lignée aurait sa vengeance, que quelqu'un, un jour, dans sa descendance, ferait payer le prix du sang versé. Il transmit ce serment à son fils, qui le transmit à son propre fils, et ainsi de suite à travers les générations. Josiah se tut pendant un long moment, fixant le feu de ses yeux aveugles. Hooper attendait, une sueur froide coulant dans son dos malgré le froid de la nuit.
Mon arrière-grand-père Kofi, continua Josiah, avait 7 fils. 6 moururent en esclavage, certains de maladie, d'autres sous le fouet. Mais le 7e, un garçon nommé Kwame, était différent. Il était grand, fort et intelligent. Trop intelligent pour sa propre sécurité. Il apprit à lire en secret, en observant les enfants du maître pendant leurs leçons. Il apprit aussi les secrets des plantes, comment certaines pouvaient guérir et d'autres tuer. Kwame eut lui-même un fils, un garçon qu'il nomma Ézéchiel, en suivant la coutume chrétienne qu'on imposait aux esclaves. Ézéchiel grandit sur votre plantation, monsieur Nathaniel. Vous l'avez connu, vous l'avez fouetté plus d'une fois. Hooper fronça les sourcils, fouillant dans sa mémoire. Des dizaines d'esclaves portèrent le nom d'Ézéchiel. C'était un prénom commun. Comment était-il censé se souvenir d'un en particulier? Ézéchiel était le plus grand homme que j'ai jamais vu, continua Josiah. 2 mètres, peut-être plus. Vous le faisiez travailler dans les champs les plus durs, car il était fort comme un bœuf. Vous le fouettiez régulièrement, non pas parce qu'il désobéissait, mais parce que vous aimiez briser les forts. C'était votre plaisir. Hooper commençait à se souvenir. Oui, il y avait eu un homme comme ça, un colosse qui ne parlait jamais, qui regardait toujours le sol, qui encaissait les coups sans un cri. Il avait été vendu à un marchand de Charleston en... Quand était-ce? 1863, 64. Il est mort pendant la guerre, dit Josiah, répondant à la question non formulée. Du moins, c'est ce qu'on a cru. On a retrouvé son corps, ou du moins un corps qu'on a identifié comme étant le sien, dans les ruines d'une plantation brûlée près de Columbia. Mais vous savez ce qui est étrange, monsieur Nathaniel? Ce corps n'avait pas de tête, et personne n'a jamais cherché à savoir si c'était vraiment lui. Hooper se leva brusquement, renversant le taboulet. Tu es en train de me dire que ce cavalier, c'est cet Ézéchiel? C'est impossible. J'ai vu les dates sur les tombes. Les hommes qui sont morts étaient tués par quelqu'un de nouveau, pas par un fantôme du passé. Josiah sourit de nouveau, ce sourire édenté qui donnait des frissons. Je ne dis rien, monsieur Nathaniel. Je raconte juste une histoire. Maintenant, il y a une chose que vous devez savoir sur Ézéchiel. Avant qu'on le vende, avant qu'il parte de votre plantation, il a fait quelque chose que personne n'a jamais découvert. Quoi? Josiah se pencha en avant, baissant la voix jusqu'à un murmure rauque. Il a volé une arme, une vieille lame que votre grand-père avait rapportée de quelque part, peut-être d'Orient. Elle était accrochée au-dessus de la cheminée dans la vieille maison, celle qui a brûlé en 1848. Quand la maison a brûlé, tout le monde a supposé que l'arme avait été détruite dans l'incendie. Mais non. Ézéchiel l'avait prise des années auparavant, et il l'avait cachée, attendant son moment. Hooper sentit sa gorge se serrer. Il se souvenait de cette lame. C'était un sabre turc ou quelque chose du genre, avec une lame courbe large et longue, d'un acier qui ne rouillait jamais. Son grand-père prétendait l'avoir gagnée dans un pari contre un marchand grec. C'était une arme magnifique, et il avait été dévasté quand elle avait disparu dans l'incendie. « Où est-il » demanda Hooper, sa voix tremblante de rage contenue. « Où se cache-t-il » Josiah secoua la tête. « Je ne sais pas. Et même si je savais, pourquoi vous le dirais-je? Vous m'avez pris 40 ans de ma vie, monsieur Nathaniel. Vous m'avez fait fouetter mes propres enfants quand ils désobéissaient. Vous m'avez fait regarder pendant que vous violiez ma fille. Pourquoi je vous aiderais maintenant ?» Hooper sortit son revolver et le pointa sur la tête de Josiah. Le vieil homme ne broncha pas. « Tuez-moi si vous voulez, » dit-il calmement. « Mais ça ne changera rien. Il vient pour vous, monsieur Nathaniel. Il vient pour tous ceux qui ont porté la robe blanche. Et quand il viendra, aucune arme, aucune prière, aucune cachette ne vous sauvera. » Hooper ne tira pas. Au lieu de cela, il rengaina son arme et sortit de la cabane, tremblant de rage et de peur. Il monta sur son cheval et retourna à Greendale au galop, son esprit tourbillonnant avec ce qu'il venait d'apprendre. Les jours suivants, Hooper tenta de reconstituer le puzzle. Il fouilla dans de vieux registres, interrogea d'autres anciens esclaves, essaya de tracer le chemin d'Ézéchiel depuis sa vente en 1863. Mais la piste était froide.
Les années de guerre avaient détruit ou dispersé la plupart des documents. Et ceux qui auraient pu savoir quelque chose refusaient de parler ou prétendaient ne rien savoir. Ce qu'il découvrit, cependant, était troublant. Plusieurs personnes se souvenaient d'Ézéchiel, et leurs descriptions correspondaient toutes. Un géant silencieux, aux yeux noirs intenses, qui donnait l'impression de voir à travers vous. Un homme qui avait enduré des tortures, qui aurait tué des hommes plus faibles, mais qui n'avait jamais plié. Plus inquiétant encore, Hooper découvrit que plusieurs autres membres du clan avaient commencé leurs propres enquêtes et étaient arrivés aux mêmes conclusions. Le cavalier n'était pas un esprit vengeur ou un monstre surnaturel. C'était un homme avec un passé, un homme avec une raison de haïr, et surtout, un homme avec les compétences nécessaires pour mener à bien sa vengeance. Cette révélation aurait dû être rassurante. Un homme pouvait être tué après tout, mais elle ne l'était pas. Car comment expliquer que cet homme ait survécu à des dizaines de coups de feu? Comment expliquer sa vitesse surhumaine, sa capacité à apparaître et disparaître comme une ombre? Comment expliquer que personne, absolument personne, n'ait jamais vu son visage clairement? Le 24 décembre 1866, la veille de Noël, un événement se produisit qui porta la terreur à un nouveau sommet. Amos Pettigrew, l'homme qui avait frappé Daniel Freeman sur le marché, l'homme dont l'action avait en quelque sorte déclenché toute cette chaîne d'événements, fut retrouvé mort dans son lit. Sa femme découvrit son corps au matin. Elle avait dormi à côté de lui toute la nuit sans rien remarquer. Quand elle se réveilla et tenta de le réveiller pour le petit déjeuner, elle réalisa qu'il était froid et rigide, et qu'il n'avait plus de tête. La tête de Pettigrew fut retrouvée plus tard dans la journée, placée sur un pieu au centre du marché de Greendale, exactement à l'endroit où il avait frappé Freeman. Une capuche blanche brûlée était fixée au pieu en dessous de la tête. Ce meurtre était différent de tous les autres. Le cavalier était entré dans une maison, dans une chambre où dormaient 2 personnes, avait décapité l'une d'elles sans réveiller l'autre, puis était sorti avec la tête pour la placer en plein cœur de la ville, le tout sans être vu ou entendu par personne. La panique qui suivit fut totale. Les familles blanches de Greendale barricadèrent leurs portes et leurs fenêtres. Certains ne dormaient plus, montant la garde toute la nuit, leurs armes chargées posées à côté d'eux. D'autres quittèrent simplement la ville, partant vers Columbia, Charleston ou n'importe où ailleurs pourvu que ce soit loin du comté de Wilkinson. Le shérif Briggs démissionna le 27 décembre. Il déclara qu'il ne pouvait plus assurer la sécurité de quiconque et qu'il préférait partir plutôt que d'attendre que le cavalier vienne le chercher lui aussi. Il quitta le comté le lendemain, ne prenant que ce qu'il pouvait porter. Sans shérif, sans autorité effective, Greendale et le comté de Wilkinson sombrèrent dans une forme d'anarchie. Les soldats fédéraux, dépassés et eux-mêmes inquiets, se contentaient de patrouiller dans la ville pendant la journée, mais refusaient de sortir la nuit. C'est dans ce climat apocalyptique que Nathaniel Hooper prit une décision désespérée. Si personne d'autre ne voulait affronter le cavalier, il le ferait lui-même. Il rassembla les derniers membres fidèles du clan, 7 hommes en tout, les seuls qui n'avaient pas fui ou renié leur appartenance à l'organisation. Il leur proposa un plan suicidaire. Ils allaient se poster dans différents endroits du comté, seuls, pour servir d'appât. Le cavalier ne pouvait être qu'à un seul endroit à la fois. Quand il attaquerait l'un d'eux, les autres convergeraient vers ce point et le prendraient en embuscade. C'était un plan désespéré, probablement voué à l'échec. Mais Hooper n'avait plus d'autres options. Il ne pouvait pas vivre ainsi, terrifié, humilié, réduit à l'impuissance. Mieux valait mourir en combattant qu'en se cachant. Les 7 hommes acceptèrent. Peut-être par loyauté envers Hooper, peut-être parce qu'ils partageaient son orgueil blessé, ou peut-être simplement parce qu'ils étaient aussi terrifiés de vivre que de mourir. La nuit du 31 décembre 1866, la dernière nuit de cette année terrible, les 7 hommes se positionnèrent. Chacun choisit un lieu différent. L'un près du vieux pont, un autre à la grange Caldwell, un troisième au croisement où Jessup avait été tué, et ainsi de suite.
Ils étaient armés, vigilants, prêts à combattre pour leur vie. Nathaniel Hooper lui-même choisit le lieu le plus symbolique de tous, l'ancienne plantation Hooper, celle où Ézéchiel avait été esclave, celle où tant de souffrances avaient été infligées. La maison principale avait brûlé pendant la guerre, mais les ruines étaient toujours là, des murs noircis se dressant comme des pierres tombales géantes. Hooper s'installa dans ce qui avait été le salon, sous ce qui restait du toit. Il avait apporté une lanterne, 2 revolvers, un fusil de chasse et même un vieux sabre de cavalerie confédéré qu'il portait pendant la guerre. Il était prêt. Que le cavalier vienne. Minuit passa. Les cloches de l'église de Greendale sonnèrent 12 fois, annonçant l'arrivée de la nouvelle année 1867. Dans les ruines de la plantation Hooper, Nathaniel attendait, tous ses sens en alerte. Le silence de la nuit était oppressant. Même les bruits habituels de la nature semblaient étouffés. Pas de cris d'oiseaux nocturnes, pas de bruissement de petits animaux dans les buissons. Juste un silence pesant, comme si le monde entier retenait son souffle. Puis, Hooper entendit quelque chose. Des pas lourds, réguliers, qui approchaient lentement. Pas le bruit de sabots d'un cheval, mais des pas humains. Quelqu'un marchait vers lui à travers les ruines. Hooper leva son fusil, pointant vers l'entrée béante de ce qui avait été la porte principale. La lumière de sa lanterne ne portait que quelques mètres, créant un cercle d'illumination entouré d'obscurité totale. Les pas s'arrêtèrent juste à la limite de la lumière. Hooper distinguait une silhouette massive, mais impossible d'en voir les détails. « Montre-toi » cria-t-il, sa voix plus ferme qu'il ne l'aurait cru possible. La silhouette avança d'un pas, puis d'un autre, entrant progressivement dans le cercle de lumière. Ce que Hooper vit faillit lui faire lâcher son arme. C'était effectivement un homme, le plus grand qu'il ait jamais vu. Ses épaules semblaient remplir tout l'encadrement de la porte. Il portait les restes d'un uniforme militaire, peut-être celui de l'Union, bien que tellement sale et déchiré qu'il était difficile de l'identifier avec certitude. Une longue cape noire était attachée à ses épaules, et dans sa main droite, il tenait une lame courbe qui brillait dans la lumière de la lanterne, la lame que son grand-père avait possédée autrefois. Mais ce qui hypnotisa Hooper, ce qui le fit hésiter fatalement pendant la fraction de seconde qui aurait pu lui sauver la vie, c'était le visage de l'homme. Car contrairement à toutes les rumeurs, contrairement à tous les témoignages, l'homme avait bien un visage. Et Hooper le reconnut. C'était Ézéchiel. Plus âgé, marqué par les années et par des cicatrices innombrables, mais indéniablement lui. Ses yeux noirs étaient les mêmes, ses yeux qui semblaient voir à travers les gens. Mais maintenant, ils brûlaient d'une intensité que Hooper n'avait jamais vue auparavant. Une haine si concentrée qu'elle semblait presque tangible. Ézéchiel parla, et sa voix était profonde, résonnant dans les ruines comme un grondement de tonnerre lointain. « Tu te souviens de moi, Nathaniel Hooper ?» Hooper ne répondit pas. Il pressa la détente de son fusil. La détonation fut assourdissante dans l'espace confiné. Mais Ézéchiel avait déjà bougé, se déplaçant avec une vitesse qui semblait impossible pour un homme de sa taille. La charge de plomb passa à côté de lui et alla s'écraser dans le mur derrière. Hooper laissa tomber le fusil et dégaina ses 2 revolvers, tirant en alternance, vidant les 12 balles en quelques secondes. Ézéchiel continuait d'avancer, esquivant certains coups avec des mouvements fluides, encaissant les autres sans même broncher. Quand le marteau du dernier revolver claqua sur une chambre vide, Ézéchiel n'était plus qu'à quelques mètres de lui. Hooper saisit son sabre, l'arme qu'il avait accompagné à Gettysburg, à Antietam, à Cold Harbor. Il chargea avec un cri de rage et de désespoir, abattant la lame vers la tête d'Ézéchiel. Le géant para le coup avec sa propre lame, et l'impact envoya des vibrations douloureuses dans les bras de Hooper. Puis Ézéchiel contre-attaqua, sa lame courbe décrivant un arc argenté dans l'air. Hooper esquiva de justesse, sentant le vent du coup lui effleurer le visage. Ils se battirent pendant ce qui sembla une éternité, mais ne dura probablement que quelques minutes. Hooper donnait tout ce qu'il avait,
utilisant chaque technique qu'il avait apprise en 4 ans de guerre, chaque ruse, chaque feinte. Mais Ézéchiel était différent. Il ne se battait pas comme un soldat formé aux techniques européennes. Ses mouvements avaient une qualité fluide, presque dansante, qui parlait d'une tradition martiale bien plus ancienne. Progressivement, inexorablement, Hooper se fatiguait. Ses bras devenaient lourds, ses réflexes ralentissaient. Ézéchiel, lui, ne montrait aucun signe de fatigue. Il continuait à avancer, méthodique, implacable, comme une force de la nature. Finalement, Hooper trébucha sur une pierre et tomba à la renverse. Il leva son sabre dans un geste de défense pathétique, mais Ézéchiel l'écarta d'un revers de sa lame, envoyant l'arme valdinguer dans l'obscurité. Hooper se retrouva sur le dos, désarmé, haletant, fixant l'homme immense qui se tenait au-dessus de lui. Ézéchiel leva sa lame, la tenant à 2 mains au-dessus de sa tête, prêt pour le coup final. Mais au lieu de frapper, il parla. « Tu veux savoir pourquoi ?» demanda-t-il. « Tu veux savoir pourquoi j'ai fait tout ça ?» Hooper ne pouvait que regarder, incapable de parler. Ézéchiel continua sa voix maintenant plus calme, presque triste. « Mon arrière-arrière-grand-père Kofi a fait un serment. Il a juré que notre lignée aurait sa vengeance. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai fait ça. Je l'ai fait parce que tu as tué ma sœur. Te souviens-tu d'elle, Nathaniel? Elle s'appelait Mercy. Tu l'as fouettée à mort en 1862, parce qu'elle avait refusé de se laisser violer par ton frère. Elle avait 16 ans. Les mots frappèrent Hooper comme des coups physiques. Il se souvenait. Dieu lui pardonne. Il se souvenait. Mais ce n'était qu'une esclave parmi tant d'autres, un incident parmi des centaines d'autres. Comment était-il censé se souvenir de chacun? Ézéchiel vit la reconnaissance dans les yeux de Hooper et hocha la tête. Oui, tu te souviens, pendant la guerre, j'ai trouvé un uniforme de l'Union sur un cadavre. Je me suis joint à une unité de soldats de couleur. J'ai appris à me battre, vraiment me battre. Et j'ai attendu. J'ai attendu que la guerre se termine. J'ai attendu de savoir où tu étais. Et puis je suis revenu. Chaque homme que j'ai tué portait ta robe blanche. Chaque homme que j'ai tué avait participé à cette nuit où vous êtes venu chez Daniel Freeman. Chaque homme que j'ai tué méritait son sort. Et maintenant, c'est ton tour. Hooper ferma les yeux, attendant le coup. Mais il ne vint pas. Au lieu de cela, il entendit Ézéchiel s'éloigner, ses pas lourds, résonnant dans les ruines. Hooper ouvrit les yeux, confus. Ézéchiel se tenait maintenant à l'entrée, sa silhouette à nouveau à demi plongée dans l'obscurité. « Je ne vais pas te tuer, Nathaniel, dit-il. Tu vas vivre. Tu vas vivre avec la peur, avec la honte, avec le souvenir de tout ce que tu as fait. Tu vas vivre en sachant que chaque nuit, quand tu fermeras les yeux, tu me verras. Tu vas vivre en sachant que ton règne de terreur est terminé, que tu n'es plus rien qu'un vieil homme pathétique qui a peur de l'ombre. » Puis il disparut dans la nuit, aussi silencieusement qu'il était venu. Hooper resta allongé dans les ruines pendant longtemps, peut-être des heures. Quand il se releva finalement, le jour commençait à poindre. Il quitta les ruines d'un pas chancelant et retourna à Greendale. Les 7 hommes qui s'étaient postés comme appât cette nuit-là survécurent tous. Le cavalier n'attaqua aucun d'eux. Il n'attaqua plus jamais personne en fait. Après cette nuit, il disparut aussi complètement que s'il n'avait jamais existé. Le comté de Wilkinson mit longtemps à se remettre des événements de l'année 1866. Le clan, en tant qu'organisation active dans la région, avait été effectivement démantelé. Certains de ses membres tentèrent bien de le reconstituer quelques années plus tard, mais le souvenir du cavalier était encore trop frais. Personne ne voulait risquer de provoquer son retour. Nathaniel Hooper survécut encore 12 ans. Mais l'homme qui était mort dans les ruines de sa plantation cette nuit-là, il devint une coquille vide, hanté par ses propres démons. Il ne sortait presque jamais de sa maison, sursautait au moindre bruit, et selon ceux qui le voyaient, parlait souvent tout seul, comme s'il argumentait avec des fantômes invisibles. Il mourut en 1879, officiellement d'une crise cardiaque, mais ceux qui virent son corps dirent que son visage était figé dans une expression de terreur absolue.
Quant à Ézéchiel, son sort resta un mystère. Certains affirmèrent l'avoir vu partir vers le nord, vers les États où les Noirs avaient plus de chances de vivre en paix. D'autres jurèrent qu'il s'était enrôlé dans l'armée régulière et avait combattu dans les guerres indiennes de l'Ouest. Quelques-uns murmuraient qu'il était toujours là, quelque part dans les marais et les forêts du comté de Wilkinson, veillant sur les affranchis et leurs descendants, prêt à intervenir si jamais la terreur revenait. Les années passèrent. Le 19e siècle céda la place au 20e. Le comté de Wilkinson, comme tout le Sud, changea lentement, douloureusement, de manière inégale. Mais l'histoire du cavalier sans tête ne fut jamais oubliée. Elle fut transmise de génération en génération, racontée à voix basse lors des veillées, murmurée comme un avertissement et comme une promesse. Les historiens qui étudièrent cette période eurent du mal à démêler la vérité de la légende. Les archives officielles mentionnaient bien une série de meurtres non résolus dans le comté de Wilkinson entre octobre 1866 et janvier 1867. 17 hommes blancs avaient été tués, tous décapités, tous avec les mêmes circonstances étranges, les capuches brûlées, l'arme tranchante unique, l'absence de témoins. Mais qui était le tueur? Était-ce vraiment un seul homme? Cet Ézéchiel dont parlaient les légendes? Ou était-ce un groupe d'hommes travaillant ensemble, utilisant les mêmes méthodes pour créer l'illusion d'un justicier surnaturel? Certains chercheurs penchèrent pour cette dernière théorie, arguant qu'il était impossible qu'un seul homme, aussi grand et fort soit-il, ait pu accomplir tout cela. D'autres notèrent que les descriptions du cavalier variaient énormément. Certains témoins juraient qu'il n'avait pas de tête, d'autres qu'il portait un masque, d'autres encore qu'on pouvait clairement voir son visage. Ces contradictions suggéraient soit que les témoins étaient peu fiables, terrorisés au point de voir ce qu'ils s'attendaient à voir, soit que plusieurs personnes différentes avaient commis ces crimes en utilisant des méthodes similaires. Un détail troublant émergea lors des recherches dans les archives militaires. Un homme correspondant à la description d'Ézéchiel avait effectivement servi dans le 54e régiment d'infanterie du Massachusetts, une unité de soldats de couleur célèbre pour sa bravoure. Les registres montraient qu'un soldat nommé Ézéchiel Freeman, remarquable pour sa taille exceptionnelle, avait été blessé lors de l'assaut sur Fort Wagner en Caroline du Sud en juillet 1863. Il avait été porté disparu après la bataille et présumé mort. Mais était-ce le même Ézéchiel? Les registres des plantations de l'époque étaient notoirement incomplets et peu fiables, surtout concernant les esclaves. Il était impossible de confirmer avec certitude que l'Ézéchiel de la plantation Hooper et le soldat Ézéchiel Freeman étaient la même personne. Ce qui était indéniable, c'était l'impact des événements sur la communauté afro-américaine du comté de Wilkinson. Pour la première fois depuis l'émancipation, les Noirs de la région purent vivre sans la terreur constante du clan. Les années qui suivirent virent une augmentation des écoles pour enfants noirs, des églises indépendantes, et même quelques cas de Noirs élus à des postes locaux pendant la période de reconstruction. Ce progrès fut temporaire, malheureusement. Dans les années 1880 et 90, après la fin de la reconstruction, les lois Jim Crow s'installèrent et une nouvelle forme de ségrégation et d'oppression remplaça l'ancienne. Le clan lui-même connut une résurgence dans les années 1920. Mais même alors, dans le comté de Wilkinson, l'organisation ne retrouva jamais la même force qu'avant les événements de 1866. Il y avait toujours cette peur, ce murmure dans l'obscurité, que si la terreur revenait, le cavalier pourrait revenir aussi. En 1924, un journaliste du Charleston Post envoyé pour couvrir une série de lynchages dans le comté de Wilkinson rapporta une histoire étrange. Une nuit, alors qu'un groupe de Klansmen se préparait à attaquer une famille noire accusée d'avoir violé les lois de ségrégation, quelqu'un ou quelque chose les avait interrompus. Les hommes refusèrent de parler de ce qui s'était passé, mais l'attaque n'eut jamais lieu, et plusieurs membres du groupe quittèrent la région peu après. Le journaliste, intrigué, interrogea des membres âgés de la communauté noire.
Une vieille femme, qui devait avoir près de 80 ans, lui raconta l'histoire du cavalier sans tête. Le journaliste, homme moderne et rationnel, rejeta cette histoire comme une légende locale, sans fondement. Mais la femme sourit et lui dit quelque chose qu'il n'oublia jamais. « Les légendes ne naissent pas de rien, jeune homme. Elles naissent de vérités trop puissantes pour être dites directement. » Aujourd'hui, plus d'un siècle et demi après ces événements, l'histoire du cavalier sans tête reste une énigme. Les faits sont là. 17 hommes furent tués de manière similaire sur une période de 3 mois. Tous étaient membres connus ou présumés du Ku Klux Klan. Le ou les tueurs ne furent jamais identifiés ou capturés. Les meurtres cessèrent aussi mystérieusement qu'ils avaient commencé. Mais qui était vraiment le cavalier ? Était-ce Ézéchiel, le descendant d'un guerrier africain, accomplissant un serment fait par son ancêtre des générations plus tôt ? Était-ce un groupe de vengeurs travaillant ensemble ? Était-ce simplement une série de meurtres sans lien que la légende a ensuite connectés ? Nous ne le saurons probablement jamais avec certitude. Les archives sont incomplètes. Les témoins sont morts depuis longtemps. Et la vérité s'est perdue dans les brumes du temps. Ce qui reste, c'est l'histoire. Une histoire de résistance contre l'oppression, de justice contre la terreur, de vengeance contre l'impunité. Une histoire qui rappelle que même dans les périodes les plus sombres, même quand les institutions échouent et que la loi ne protège pas ceux qui en ont le plus besoin, il peut y avoir des individus prêts à se lever, à risquer leur vie pour défendre ce qui est juste. Le cavalier sans tête du comté de Wilkinson, qu'il soit un homme, une légende ou quelque chose entre les deux, représente quelque chose de profond dans la psyché humaine. L'idée que le mal ne peut régner impunément pour toujours, que tôt ou tard, d'une manière ou d'une autre, justice sera faite. Alors, que croyez-vous ? Était-ce un homme réel accomplissant une vengeance personnelle ? Un groupe organisé créant une légende pour protéger leur communauté ? Ou peut-être quelque chose que nous ne comprenons pas encore complètement ? Je vous invite à partager vos théories dans les commentaires. Et si cette histoire vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de partager cette vidéo avec ceux qui apprécient les mystères historiques aussi troublants que fascinants. Car la vérité, quelle qu'elle soit, mérite d'être recherchée et rappelée. Bonsoir, et souvenez-vous, l'histoire n'est jamais aussi simple qu'elle le paraît.